tu me dis. Bien, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur en Facebook Live pour répondre à vos questions de la semaine. Alors là, nous sommes en direct, donc je vais répondre déjà aux questions qui ont été posées toute cette semaine. Et puis, si vous souhaitez en poser au fil de notre conversation, c'est avec grand plaisir que j'y reprendrai, parce qu'effectivement, dans le cadre de cette campagne un peu inédite, eh bien, nous allons changer un petit peu les processus et être joignable, mais beaucoup plus facilement par Internet que habituellement de visu. Alors, sur les questions, donc nous commençons par Nicole. Alors, Nicole m'interpelle sur les rassemblements des 500 personnes qui sont tous les soirs au Vallon des Offres et qui créent bien sûr des nuisances considérables. Alors, je suis tout à fait d'accord avec vous, Nicole. Il y a eu énormément de réclamations qui ont été faites sur le nombre de personnes, essentiellement beaucoup de jeunes, qui viennent le soir au Vallon des Offres et qui importunent l'ensemble des habitants qui souhaitent avoir de la quiétude, ce qui est tout à fait normal. Donc, pour moi, c'est une situation qui est tout à fait inadmissible. Je comprends que les riverains sont tout à fait excédés et cet endroit, bien qu'il soit féerique, doit rester aussi calme et doit être agréable à vivre, et chacun doit pouvoir respecter cet espace. Alors, malgré les efforts de Sabine Bernasconi, qui est maire de ce secteur, qui depuis de nombreux mois, l'année dernière déjà, et là maintenant avec les beaux jours qui reviennent, a interpellé énormément la police nationale notamment, pour essayer d'arriver à trouver une situation plus pérenne. Ça ne donne pas satisfaction. Et j'ai moi-même interpellé directement le préfet de police pour que des effectifs de police soient là en permanence pour permettre d'apporter cette quiétude. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles je souhaite qu'on installe un commissariat par secteur municipal, pour qu'on ait un commissariat de police municipale qui soit au plus près de la population et qui permettent de répondre plus vite aux nuisances locales. En tout cas, sachez que pour moi, c'est important que chacun puisse avoir cette quiétude. Également, travailler avec la vidéosurveillance qui doit être encore plus effective sur ce secteur et permettre d'alerter plus facilement la police. Donc, pour moi, c'est pas acceptable. Il faut, comme vous le savez et comme j'ai l'habitude de le faire, de l'ordre de la méthode. Il faut travailler main dans la main, à la fois avec la police municipale, mais aussi avec la police nationale. Et je referai un point avec Sabine Bernasconi dans les jours à venir, avec également le préfet de police, pour voir s'il y a une amélioration de cette situation. Alors, Patricia m'interpelle sur la sécurité et la propreté dans le quartier de l'Estac. Il y a là aussi des rodéos de motos, des voitures qui roulent à tombeau ouvert, des problèmes de propreté sur l'espace Mistral, qui est un magnifique espace, suite à des pique-niques où tout le monde laisse tout et n'importe quoi au sol, des SDF. Il y a un collectif d'habitants qui est en train de se monter pour interpeller les élus. Alors, aussi, c'est pareil, c'est le même principe. Il n'y a pas de raison que dans ces secteurs-là, il y ait des rodéos de moto, que la population soit également incommodée par des bruits qui sont des bruits inhabituels. Et également sur les problèmes de propreté, c'est exactement pareil. Donc pour moi, c'est tout un système d'incivilité sur lesquels on doit lutter, parce que ces incivilités, elles dégradent la qualité de notre vie au quotidien, et ce n'est pas acceptable non plus de pouvoir laisser de telles situations. Donc, pour retrouver cette tranquillité publique, donc j'expliquais que tout à l'heure à la question précédente, je souhaitais créer un commissariat municipal par chaque secteur, ce qui va entraîner un triplement des effectifs de la police municipale, et tout de suite embaucher 150 policiers municipaux, les former pour qu'ils soient opérationnels également dans les quartiers, parce qu'aujourd'hui, on les voit très peu dans chacun des secteurs, et je crois que c'est important. Aussi, pareil, pour cet espace-là, il faut de la vidéoprotection. Donc, il faut déployer également, alors ce que j'ai proposé, déployer
radar anti-bruit pour lutter contre justement ces rodéos et lutter contre ces nuisances sonores. Alors, je comprends tout à fait, Patricia, que vous soyez vraiment excédée par cette situation et je vous réaffirme ma volonté bien, de permettre à chaque habitant de vivre normalement, sereinement et que surtout chacun puisse se respecter et qu'on puisse se respecter les uns les autres. Alors, Nina et Victorine m'alertent sur le campement des Roms de la Rose. Alors, ce campement des Roms de la Rose, je le vois fréquemment parce que j'emprunte régulièrement la L2 et je tombe sur ce campement où on voit qu'il y a un amoncellement de détritus qui se fait. Beaucoup de détritus se sont encore plus amoncelés pendant la période de confinement. Alors, je suis allée faire un contrôle il y a 10 jours avec le préfet de police sur les distanciations dans les transports en commun. Nous étions au métro de la Rose et je l'ai amené moi-même constater les débordements qui étaient faits au niveau de ce campement de Rome. C'est tout à fait inacceptable. Alors, je sais que aussi on est en période électorale. J'ai entendu Monsieur Stéphane Ravier qui se fait un peu mousser, même beaucoup en ce moment. Il va même avec des caméras devant le campement pour faire croire qu'il s'occupe des problématiques. Alors il ne peut pas s'occuper des problématiques. Je suis étonnée qu'il ne puisse pas, en tant que parlementaire, sénateur, quand il va au Sénat, mais on ne le voit pas souvent non plus, qu'il ne puisse pas faire une loi qui nous permette effectivement de pouvoir mettre ces personnes dans des endroits différents et surtout ne pas les laisser dans des conditions d'hygiène qui sont absolument inacceptables. Donc, je vais ressaisir à nouveau le préfet de police, puisque ça faisait 10 jours qu'il devait me donner une réponse, pour essayer de trouver une solution à ces problématiques-là sur un terrain qui appartient à l'État. Je pense que c'est aussi à l'État de pouvoir apporter des solutions. J'ai interpellé la semaine dernière le ministre de l'Intérieur, M. Castaner, qui est venu sur Marseille. J'espère que nos demandes ne vont pas rester lettre morte. Alors, Jonathan, lui, m'interpelle sur les trous laissés suite aux travaux réalisés dans le centre-ville. Alors, ça, Jonathan, c'est une problématique métropolitaine, puisque la voirie est de compétence métropolitaine. Et donc, lorsque je suis arrivée à la tête de la métropole, donc en septembre 2018, j'ai changé les règlements de voirie pour que les opérateurs qui sont en charge des travaux aient l'obligation de reprendre le revêtement à l'origine. Donc, nous avons, alors, c'est un peu une particularité où nous avons d'un côté la métropole qui exécute les travaux de surface et de l'autre côté la commune qui donne les autorisations d'occupation par ces travaux. Il n'y a aucune connexion entre la commune et la métropole. Donc, ce qui fait que très souvent, on ne sait pas quand est-ce que les travaux commencent et donc c'est compliqué pour pouvoir arriver à pouvoir les surveiller encore mieux. Donc, sachez que pour l'instant, on est en train d'être sur chacun des opérateurs pour qu'ils fassent correctement les travaux et que justement, il y ait une cohésion entre la politique municipale et la politique métropolitaine. Vous savez que c'est la raison pour laquelle je suis à la fois candidate à la ville de Marseille pour être maire de la deuxième ville de France et également présidente de la métropole qui représente la moitié des habitants de ce territoire. Donc oui, c'est une préoccupation. Oui, nous allons nous en occuper. Vous savez, depuis que je suis présidente du département, donc depuis 2015, je sillonne beaucoup ce territoire. Et lorsque je vais dans d'autres villes, à Aix, à Salon, mais aussi dans des petites communes, mais aussi des grandes communes, il n'y a pas la même problématique. On se retrouve avec des chaussées qui sont correctes. Donc, il n'y a pas de raison qu'à Marseille, on n'y arrive pas. Donc, sachez que les règlements sont en cours de modification et que des amendes seront mises si les choses ne sont pas faites correctement en respectant l'espace public. Alors ensuite, j'ai des questions sur l'environnement et le cadre de vie. Alors, Mohamed me demande ma position sur les potagers municipaux. Alors, sur les potagers municipaux, c'est une excellente idée. J'ai poussé à ce qu'on fasse de la
de l'agriculture urbaine notamment. J'ai poussé à ce qu'on utilise bien les productions locales. Il faut savoir que nous sommes les premiers producteurs de fruits et de légumes de France. Et donc, par exemple, dans les collèges, les chefs bien, achètent sur une plateforme qui s'appelle AgriLocal et on achète les produits de saison pour faire goûter aux enfants les produits de saison au bon moment, parce que ça, c'est très important de pouvoir manger des produits à la saison correspondante et surtout manger du local. Pour moi, c'est fondamental. Et en plus, les potagers, enfin l'agriculture urbaine, c'est aussi quelque chose que je souhaite développer. On a commencé à le faire au niveau métropolitain et je voudrais l'amplifier. Et pourquoi pas faire des potagers municipaux. Il existe des jardins partagés. Eh bien, c'est une excellente idée. On va regarder ça. En tout cas, ce qui est important, c'est de verdir encore plus la deuxième ville de France et puis aussi de consommer des produits qui sont des produits faits par nous-mêmes. Et en plus, ça peut aussi améliorer au niveau du panier moyen, parce qu'on a vu que les coûts au niveau de la nourriture sont importants. Il faut aider de manière importante à la fois de produire local, mais également de consommer au niveau énergétique, utiliser. On a beaucoup de chance d'avoir du soleil, du vent, et bien aussi on doit utiliser tous ces bienfaits qui nous sont donnés. Et puis également, l'idée, c'est en parallèle, eh bien, de rajouter des arbres donc sur la ville de Marseille. Et vous savez que j'ai souhaité dans mon programme, à chaque naissance, proposer aux parents de planter un arbre. Donc nous avons prévu de planter 80 000 arbres sur la ville de Marseille pour que eh bien, les Marseillais et les Marseillaises puissent aussi profiter des endroits un petit peu plus ombragés que ce que nous avons aujourd'hui. Et puis, vous savez que la verdure, eh bien, ça prend les gaz et puis ça les filtre. Donc c'est très important de pouvoir aujourd'hui, avec l'augmentation notamment des températures, eh bien, de pouvoir avoir plus de verdure dans la deuxième ville de France. Ah, Soleil du Midi, ravi de vous retrouver, Soleil du Midi. Vous m'avez manqué pendant cette période de confinement. Je vois que vous êtes toujours très actif sur la rubrique et je vous en remercie. Donc là, vous me demandez ma position sur l'instauration d'une journée sans voiture, sans moto, sans camion, une fois par mois pour améliorer la qualité de l'air. Alors oui, on en avait déjà discuté ensemble. Bien sûr que c'est une bonne idée sur, par exemple, un dimanche, parce que c'est là où peut-être on a moins besoin d'utiliser à la fois les transports en commun et les véhicules entre guillemets polluants. Donc, je vois que vous mettez à part les vélos, heureusement, donc on pourra le faire aussi avec les vélos. Donc, je suis très sensible à l'amélioration de la qualité de l'air dans notre ville. Et c'est vrai que pendant la période de confinement, on a continué à mesurer la qualité de l'air. Et on a quand même été assez surpris du fait que, bon, il n'y avait plus de voitures, il n'y avait plus de pollution avec les bateaux, puisqu'ils n'arrivaient plus. On a trouvé des résultats qui nous ont un peu étonnés parce qu'on n'a pas eu une amélioration aussi importante de la qualité de l'air par rapport à la qualité de l'eau, où on a vu des dauphins qui sont arrivés au bord de nos plages. Donc ça nous a assez surpris. Donc on a essayé de chercher et à comprendre un peu pourquoi. C'est souvent à cause aussi des feux de cheminée, parce que quand vous n'avez pas d'insert, eh bien, les gaz qui sortent sont extrêmement toxiques. Donc vous voyez, on a encore des progrès à faire sur la qualité de l'air. Mais là où je vous rejoins tout à fait, c'est qu'il faut absolument que nous développons les transports doux pour qu'on puisse laisser la voiture de côté. Non seulement la voiture, effectivement, c'est polluant, mais en plus c'est anxiogène parce que il faut trouver des places, ça coûte cher. Donc tout ça, moi, je suis pour qu'on continue à développer massivement, notamment les lignes de tramway, puisque c'est ce qui a été choisi au niveau du mode de développement, que ce soit au nord, que ce soit au sud, que ce soit à l'est. Et puis, bien sûr, à ce moment-là, créer des parkings relais pour augmenter la capacité d'accueil de ceux qui existent déjà, et puis rajouter des lignes de pistes cyclables qui soient sécurisées et lancer le concept de ce dont on avait parlé la dernière fois, c'est-à-dire les dimanches sans voiture. Alors, Michael, qui est en télétravail, souhaite l'installation de la fibre dans le centre-ville. Alors,
première chose, c'est que je pense qu'on a vraiment. Alors moi, j'ai essayé de pousser un maximum le télétravail au niveau des institutions que je préside. Je n'avais pas beaucoup de succès. Là, c'est vrai qu'avec le confinement, le bon côté des choses, c'est que on a tous été en télétravail. On est tous devenus des spécialistes et des pros des différents visioconférences avec des différents outils. Je crois que je dois être à 6 ou 7 outils différents pour pouvoir faire des visioconférences. Aujourd'hui, il faut qu'on continue. Alors, le télétravail, à mon avis, ça ne peut pas être toute la semaine, tout le temps, parce qu'il faut qu'il y ait un lien avec son entreprise, avec l'endroit où on travaille. Mais je pense que du télétravail sur 2 jours par semaine, ça serait une bonne chose. Ça éviterait qu'on prenne sa voiture. Ça permettrait de passer un petit peu plus de temps en famille et puis de s'organiser un peu différemment. Alors oui, c'est vrai, il faut de la fibre, il faut pouvoir accéder à des raccordements, avoir Internet très facilement. Donc là, aujourd'hui, il y a un gros développement de la fibre, notamment dans la ville de Marseille et surtout dans le centre-ville, notamment dans le premier arrondissement. Il faut savoir que les demandes de raccordement à la fibre, elles doivent être faites par le syndic de copropriété et ça doit passer par l'Assemblée générale. Alors vous avez l'impression peut-être que je suis calée sur ça, mais tout simplement parce que j'habite au centre-ville et que j'ai fait cette demande. Et donc, moi aussi, je souhaitais avoir la fibre et je suis passée par ma copropriété et on a fait une assemblée générale exprès pour cela, pour que on puisse avoir accès. Et puis, quand vous êtes dans une maison individuelle, là, ce sont les opérateurs de téléphonie qui le font. Donc, en tout cas, le rôle du maire, lui, il doit surveiller la bonne réalisation des travaux de raccordement dans l'espace public, donc les fameuses et par rapport au respect aussi de règles de l'urbanisme, aussi bien veiller à ce que les trottoirs soient bien rebouchés. Donc c'est par son pouvoir de police générale qu'il peut faire que la commodité de passage se fasse dans les rues, que ça se soit fait au travers des places, des quais, faciliter en vérité le rôle des opérateurs pour justement que la fibre arrive de partout, dans toute la ville et bien sûr le centre-ville et aussi ailleurs. Alors sur notre question, alors là on passe sur thématique qui nous a beaucoup occupé pendant cette période de confinement, c'est la distribution des masques. Alors, Diego et la Cadenelle se plaignent du dysfonctionnement dans la distribution des masques de la ville de Marseille. Alors, durant la crise du Covid, vous savez que moi, je suis passée par l'IHU parce que malheureusement, j'ai été impactée par le Covid. Et donc, quand les équipes de l'IHU, je leur ai demandé, mais comment est-ce que vous voyez, comment est-ce qu'on peut gérer au mieux la crise, comment est-ce qu'on peut faire? Et tous les docteurs, tous les soignants m'ont tous dit, il faut mettre des masques. Si on met des masques, on arrête à la fois de donner le microbe aux autres, on arrête aussi de pouvoir le prendre et il faut faire des tests. Donc, c'est ce que j'ai enclenché à la tête des 2 institutions que je préside, l'achat de masques et le développement des tests. On a fait beaucoup de tests grâce au laboratoire départemental d'analyse que nous avons à côté de Château-Gombert, qui est extrêmement performant. Et puis, en collaboration avec les pompiers, les sapeurs, les marins. Et puis également, nous avons acheté des masques chirurgicaux. D'abord, on a vidé nos stocks pour les donner aux soignants parce qu'ils en avaient vraiment besoin. Et puis après, on a commandé des masques. Alors, vous avez peut-être suivi les épisodes de masques sur les réseaux sociaux et sur les médias. Ça a été la guerre des masques et puis finalement, on a pu les recevoir. Donc à ce moment-là, moi, j'ai souhaité aussi en distribuer aux communes, à distribuer aux agents, à tous ceux, à toutes celles, nos agents qui étaient au contact de la population pour qu'ils se protègent également. Et puis, au fil de la crise, on s'est aperçu qu'il fallait, et ça serait bien de faire des masques en tissu pour qu'on puisse les réutiliser, les laver, parce que c'est vrai qu'un masque chirurgical, il a une durée de vie de 4 heures, après vous le prenez, vous le jetez, mais en plus ce masque chirurgical, dans la qualité dans laquelle il est fait avec du polypropylène, ça pollue nos stations d'épuration, ça pollue notre espace, donc il faut mieux utiliser des masques en tissu, surtout si on n'est pas malade et si on n'est pas dans un milieu de soignants.
Donc, j'ai proposé de monter un atelier de distribution et de fabrication, pardon, et de faire des masques. Donc, ce qui permet à la fois, donc Lito Park Chano, à la fois de faire des masques et à la fois, ça permet également de former des personnes à de nouveaux métiers. Donc, nous avons monté cet atelier. L'objectif était de faire 2 millions de masques et donc un masque par habitant dans un premier temps, en complément de ce que les communes, elles aussi, achetaient, puisqu'il y a beaucoup de communes qui ont acheté beaucoup de masques sur l'ensemble du territoire. Et j'ai souhaité passer par les communes pour la distribution. Alors pourquoi? Parce que en tant que présidente du conseil départemental et présidente de la métropole, j'ai pas accès à la population directement et j'ai proposé aux différents maires du territoire bien de récupérer ces masques et eux-mêmes d'en assurer la distribution. Donc la ville de Marseille, c'est 860 000 habitants, donc la ville de Marseille, elle, avait une cinquantaine de points de distribution. Je sais qu'au début, ça a un petit peu coincé parce qu'il a fallu que le dispositif se mette en place, mais maintenant, je n'ai pas entendu de problématiques sur les distributions sur Marseille. Les autres communes sont ravies et je crois qu'aujourd'hui, maintenant, les choses se sont régulées et que les distributions se passent tout à fait normalement. Je vous invite à aller sur le site de la ville pour voir les points de retrait, des points de retrait qui, bien sûr, doivent être à côté de vos habitations parce que, bien entendu, il ne faut pas traverser la ville pour aller chercher un masque. En tout cas, sachez que vous savez que protégez-vous, continuez à vous protéger. Quand vous êtes dans un espace clos, n'hésitez pas, mettez des masques. Sur ce virus, on a été en avance dans la gestion de cette problématique, de cette épidémie. Il faut continuer à se protéger tant que le gouvernement ne nous dit pas que c'est bon. Mais en tout cas, sachez que pour moi, c'était important de protéger à la fois les agents, à la fois les plus démunis, à la fois la population. Donc, c'est ce que nous avons fait. Donc, j'espère, Diego et la Cadnel, que j'ai répondu à votre problématique de distribution de masques. Alors, sur les transports. Alors, Georges m'interroge sur l'avenir du pouvoir urbain sud, la phase 2, la phase 3, pour la Mathilde, les jardins familiaux d'Aiguier et la Pinède du roi d'Espagne. Alors, d'abord, la phase 1 se termine dans les jours qui viennent. Ça a pris un peu de retard à cause de la problématique de confinement, mais on devrait ouvrir d'ici la fin du mois de juin la partie 1. Sur les parties 2 et 3, vous vous souvenez que, peut-être pas, mais je vais vous le rappeler, quand je suis arrivée à la tête de la métropole en septembre 2018, j'ai demandé à ce qu'on lance une étude pour voir la faisabilité et savoir si ce qu'on avait prévu de faire en phase 2 et en phase 3 correspondait aux problématiques d'aujourd'hui. Vous savez, quand vous êtes à tête d'une institution, la difficulté, c'est quand vous lancez des projets, il ne faut pas les réfléchir pour les 2-3 ans, mais il faut les réfléchir pour les 10, 20, 30 ans. Donc aujourd'hui, j'ai visité les jardins familiaux Aiguier. Donc, on parlait tout à l'heure des jardins municipaux. Là, c'est des jardins partagés magnifiques. Je connais bien la Pinède du roi d'Espagne. Ce sont des endroits remarquables. Et donc là, aujourd'hui, il faut qu'on se pose la question. Et j'attends que l'étude qui devait sortir le 15 mai, mais qui malheureusement a été décalée, soit mise à disposition pour qu'on puisse véritablement travailler ensemble avec à la fois les élus de ces secteurs, mais également avec les habitants de ces territoires, notamment 10e, 9e et 8e arrondissement, pour voir ce qu'ils souhaitent, voir si on développe davantage l'immobilité douce, si on développe davantage les transports en commun, si on laisse une voie, si on fait des voies rentrantes, des voies sortantes. Donc aujourd'hui, cette étude, j'espère qu'elle va sortir maintenant dans les semaines qui viennent, je pense avant la fin de l'été, et pour que nous puissions en rediscuter ensemble et que nous puissions concerter. Vous vous souvenez d'une chose, c'est que quand je m'étais engagée sur un programme, je me suis engagée sur un programme, et sur ce programme, je me suis aussi engagée à ce que ce programme, on puisse le retravailler, qu'on puisse le travailler ensemble, parce que moi, je souhaite que, comme je l'ai fait à la tête du département, lorsque je suis arrivée avec les États généraux de Provence, je souhaite vraiment que ce soit ensemble qu'on travaille sur l'avenir de cette deuxième ville de France. En tout cas, pas pour l'année prochaine, mais pour, comme je vous disais, les décennies à venir. Alors, Jean-David et Yann m'interrogent sur le retrait de la Corona Piste sur l'avenue du Prado. Alors,
lorsque on nous a annoncé qu'il y allait avoir un déconfinement. On était tous très contents. La difficulté, c'est qu'on a reçu des protocoles sanitaires pour l'utilisation des transports en commun. Donc, Métropole, responsable des transports en commun. Donc, ces protocoles sanitaires, en gros, un bus qui habituellement pouvait avoir 75 personnes allait tomber à 15 personnes à l'intérieur pour respecter la distanciation, un siège sur deux. Enfin, vous connaissez par cœur, vous avez dû emprunter les transports. Donc, j'ai vu que dans d'autres capitales européennes, il y avait eu des pistes cyclables qui avaient été ouvertes provisoirement pour permettre, au lieu d'utiliser le transport en commun, de prendre son vélo et se déplacer en vélo. Donc, nous avons cherché au niveau réfléchi au niveau des services sur les axes sur lesquels nous pouvions accélérer le plan vélo. Je vous rappelle qu'on a lancé un plan vélo en juin 2019 et nous avons trouvé 15 km, 14 km au total que nous pouvions accélérer et faire rapidement. Donc, dans ces 14 km, il y en avait la moitié qui sont faits pour la fin du mois de mai et puis l'autre moitié jusqu'à la fin du mois de juin. Dans ces 15 km, effectivement, il y avait cette petite partie du Prado, le fameux Prado 1. Alors, cette partie entre Castellane et le rond-point du Prado, la piste cyclable est sur les trottoirs. On sait que ce n'est pas très fonctionnel parce qu'on confond les piétons, les trottoirs, donc c'est assez dangereux. Donc, on a fait ce test sur cette portion-là. Ailleurs, tout a marché, sur la Canebière, sur différents endroits, sur le boulevard Baille, où on a pu mettre la piste dans le couloir bus parce qu'il y avait suffisamment de largeur. Mais là, il fallait créer un couloir, donc on a récupéré une des deux voies. Alors, vous ne savez peut-être pas, mais je fais du vélo. Donc, j'aime bien aller tester. Donc, je me suis retrouvée sur cette piste, sur mon vélo, et j'ai eu la peur de ma vie. Parce que d'un côté, alors sur le Prado, vous voyez cette grande ligne droite, vous avez d'un côté les bus qui passent à une vitesse folle parce qu'ils accélèrent entre les deux arrêts, et de l'autre côté les voitures. Et vous êtes entre les deux, c'est assez impressionnant. Et puis surtout, là, c'était un couloir à scooter. Donc vous aviez les scooters qui slalomaient entre les vélos. Et j'ai trouvé que c'était extrêmement dangereux. Donc c'est la raison pour laquelle je n'ai pas voulu faire prendre de risques aux Marseillais, aux Marseillaises, et j'ai préféré qu'on arrête cette expérimentation qui était vraiment une expérimentation. Mais pour moi, le vélo, il faut que ce soit un moyen de déplacement doux. On a fait la Corniche, on a fait le Collioto, on a fait le Jarret, on a fait le centre-ville, tout le long de la Canebière. On va faire dans le boulevard urbain sud la première partie, donc moi, le vélo, j'y crois. Je pense que c'est un mode doux, mais il faut le faire en toute sécurité. Voilà l'explication. J'ai été peut-être un petit peu longue, mais c'est vrai qu'on est dans une période un peu compliquée et que j'entends beaucoup de choses en disant que c'était électoraliste, pas électoraliste. Non, moi, je ne confonds pas. J'ai mes fonctions de présidente de métropole et de département et d'autre côté, la candidature à la ville de Marseille. Ce sont deux choses différentes. Mais moi, il y a une chose qui est fondamentale, c'est que je veux faire prendre de risques à personne et je veux surtout pas avoir que personne ait d'accident sur ces pistes de vélo. Alors, sur les problématiques de santé, Anthony souhaite connaître ma position sur le projet d'implantation d'un hôpital privé à Marseille. Alors, il faut savoir que avec la crise qu'on vient de traverser, avec une implication absolument, bon, on le sait tous, hein, fantastique des soignants. On a la chance d'être ici à Marseille avec des médecins, des soignants remarquables qui sont reconnus de manière internationale. Donc, on peut être d'abord très fier, aussi rassuré et leur dire encore une fois bravo parce qu'ils ont été fantastiques dans cette crise. Alors, la première chose, c'est que cette crise, avant la crise, on savait que nos soignants, notamment dans le public, ne sont pas considérés à leur véritable valeur. Donc moi, je suis à côté des soignants pour qu'ils soient reconnus comme tels. Et puis également au niveau du bâtimentaire, il n'est pas acceptable aujourd'hui d'avoir l'état des hôpitaux dans lesquels ils sont. C'est pas acceptable au niveau public. La Timone 1 est ancestrale. Les maternités de la Conception ou de l'hôpital Nord sont dans un état lamentable. Tout ça, il faut le refaire. Donc moi, je suis très fière pendant toute ma mandature, depuis 2015, d'avoir participé au financement de plus de 130 millions au niveau de
des investissements dans les hôpitaux publics pour pouvoir avoir du matériel à la hauteur et des bâtiments à la hauteur. Je prends l'exemple des urgences sur les enfants, notamment à la Timone, et puis de participer à ce qu'on appelle le Copermo, qui est un projet de réaménagement complet et de rebâtir la Timone, notamment la Timone 1, mais également l'hôpital Nord et refaire une maternité et un espace de gynécologie aussi sur la Timone, sur le pôle qu'on appelle parents-enfants, et également d'avoir, donc là c'est 360 millions et les collectivités territoriales en mettent la moitié. Bon, c'est assez exceptionnel. Hein. Dans la France entière, on est les seules collectivités à participer autant, mais bon, la santé, comme vous le savez, pour moi, n'a pas de prix. Et puis également sur Sainte-Marguerite, où la métropole a racheté la partie centrale de Sainte-Marguerite, eh bien pour pouvoir y mettre de la recherche, parce qu'on a énormément de laboratoires, et énormément de start-up sur notre territoire qui souhaitent venir s'installer parce qu'on a de la recherche appliquée, on a des professeurs qui rayonnent internationalement et où on a besoin de faire avancer la recherche. Donc, c'était important aussi de pouvoir faire un pôle de recherche en complément de celui de l'UMINI. Donc, ça, c'est la partie publique. Dans la partie privée, bien sûr, nous avons été aux côtés des hôpitaux de Saint-Joseph, de l'hôpital européen également. Et puis, oui, je suis favorable au regroupement de l'hôpital de Clerval et de la clinique Beauregard à Saint-Barnabé, sur l'établissement là où il y a l'ancien collège, parce que oui, aujourd'hui, on ne peut pas dire non à des investissements privés au niveau de la santé, compte tenu de ce qu'on vient de passer. Donc j'étais ravie de soutenir ce projet avant et je continuerai à soutenir ce projet fortement parce que la santé c'est primordial et franchement quand on va avoir un pôle sud avec Sainte-Marguerite, un pôle centre avec Saint-Joseph et la Timone, un pôle nord avec l'hôpital Nord et l'hôpital européen, et également dans l'Est à Saint-Barnabé, je pense qu'on sera ravis, on se sentira beaucoup plus en sécurité, surtout quand on vient passer les périodes qu'on vient de passer tous ensemble. Alors, sur le logement, Sabrina m'interroge sur les discriminations au niveau des attributions de logement en attente depuis 6 ans. Alors, Sabrina, ça c'est un vrai problème parce que c'est un vrai problème d'attribution de logements sociaux. C'est une question qui est cruciale, effectivement, pour lutter efficacement, notamment contre l'habitat indigne, l'habitat dégradé. Nous avons besoin d'un maximum de transparence et nous avons besoin également du respect des dossiers déposés. Et pour moi, c'est la lutte contre les discriminations, c'est d'ailleurs au cœur de mon programme, notamment aussi en lien avec, bien entendu, l'éducation, l'accès à tout ce dont on a besoin pour avoir des outils pédagogiques. Donc nous avons, au niveau du conseil départemental, nous avons un opérateur qui s'appelle 13 Habitat, qui lui a mis en place des dispositifs où il y a plus d'équité sur les attributions de logement. C'est important, c'est fondamental et sachez que si j'ai l'honneur d'être élu maire de Marseille, eh bien dans les opérateurs qui sont liés à la ville de Marseille, avec ceux qui sont liés aussi à la métropole, eh bien il y aura la même transparence et surtout la même équité de traitement. Alors maintenant, je passe au niveau des questions en direct. Donc là, c'est des questions en direct. Donc là, c'est Catherine. Est-ce que je suis d'accord pour l'heure gratuite de stationnement dans les 6e et 8e? C'est du racket ici. Merci de votre réponse. Avec tout mon soutien. C'est gentil. Merci Catherine. Alors, l'heure gratuite, alors, je vais vous dire quelque chose qui c'est compliqué, mais il faut que vous sachiez quand même les choses. C'est que la métropole est en charge des parkings souterrains et la ville est en charge des parkings de surface. Donc, vous comprenez mieux pourquoi je suis candidate aux deux, notamment pour cette thématique, mais pour d'autres aussi. Donc, oui, moi, je pense que d'abord, parce qu'on a fait l'heure gratuite des stationnements dessous dans, de mémoire, 19 parkings au niveau de tout ce qui est centre-ville et centre-ville élargi. Ça permet de booster énormément le commerce centre-ville. Et sur la surface, moi je pense qu'il faut élargir les plages horaires
parce que la plage horaire, elle commence le matin à 9 heures et elle finit de mémoire à 18 heures. Donc très souvent, ben, les personnes, à 18 heures, elles ne sont pas rentrées chez elles, ou elles rentrent à 17 heures, il faut payer 1 heure de stationnement, donc c'est beaucoup trop compliqué. Donc je pense que là, il faut pousser les habitants à prendre des abonnements. Donc il faut rendre attractifs les abonnements et puis derrière, après, essayer d'étendre l'offre de transport en commun pour que vous ayez la possibilité de vous déplacer en transport en commun et de ne pas être obligé non plus de venir stationner sur des endroits où vous pourriez utiliser notamment des tramways. Alors, abonnement. On pousse les abonnements et on fait attractif pour les abonnements. Et puis une chose, moi, si je suis élu maire de Marseille, je vais vous dire ce que je compte faire pour notamment les professions libérales, pour tous ceux qui se déplacent, pour les artisans qui doivent aller d'un côté à l'autre de la ville. Et bien, c'est aussi avoir des abonnements pour qu'ils puissent bénéficier aussi de stationnement pendulaire. Donc, c'est ça aussi qui est important. Alors, là, c'est Charles qui... alors, j'ai... Hop. Problème technique, voilà. Alors, Charles, vous en êtes où avec les mineurs non accompagnés logés à Saint-Just? Ah là là, quelle problématique. Vous savez, avant d'être élue, je suis maman. Et c'est vrai que de voir des enfants comme ça qui sont abandonnés, qui errent de cette façon-là, moi, ça m'arrache le cœur. Donc, les mineurs isolés étrangers, alors pour que tout le monde sache comment ça se passe, c'est une compétence obligatoire du conseil départemental. Ce sont des enfants qui arrivent sur le territoire français, qui sont étrangers et qui n'ont plus de parents. Donc, quand je suis arrivée en 2015, il y en avait à peu près une centaine. Ils étaient gérés par le conseil départemental tout à fait normalement. Aujourd'hui, on est à 1100 mineurs, aujourd'hui, au moment où je vous parle. Mineurs isolés étrangers qui sont sur notre territoire. Et ça pose un problème sur la totalité de la gestion, notamment au niveau des migrants dans la globalité. Ces mineurs, ce qui signifie, en général, ils ont entre 15 ans et 18 ans. Très difficile de pouvoir savoir s'ils ont 15 ans ou 18 ans. Donc, il y a des moyens de les évaluer, mais la difficulté, c'est savoir où est-ce qu'on les loge et la façon dont on les loge. Parce que c'est bien beau d'accueillir des enfants sur notre sol, mais si c'est pour les mettre dans des foyers et qu'il n'ait pas une vie d'intégration, pour moi, c'est des choses qui me choquent. Donc, j'ai lancé, à la tête du département, j'ai lancé une grosse campagne pour essayer d'avoir des familles d'accueil. Mais malheureusement, alors la famille d'accueil, il faut savoir qu'elle est rémunérée pour s'occuper d'un enfant, ce qui est tout à fait normal. Eh bien, j'ai énormément de mal d'avoir des familles d'accueil. Donc, si vous en connaissez, si vous connaissez des personnes qui souhaitent accueillir des enfants qui nous sont donnés en placement, eh bien, écoutez, moi, je suis tout à fait preneuse pour pouvoir les faire agréer par nos services. Et puis derrière, ça pose la problématique de la totalité des migrants qui arrivent de manière très importante. Et je pense que là, c'est plus une problématique gouvernementale où la ville de Marseille, c'est une ville d'accueil, mais c'est pas une ville d'abus. Donc il faut que le gouvernement prenne ses responsabilités. On ne peut pas, comme cela, accueillir des centaines de milliers de personnes et ne pas s'en occuper après par la suite. Alors sur Saint-Just, c'est un endroit qui appartient au diocèse. Le diocèse, avec sa grandeur d'âme, a ouvert une année à certaines familles cet endroit. Et malheureusement, ils ont été submergés par les demandes non seulement de mineurs, mais aussi de migrants et de familles entières. Donc aujourd'hui, moi j'en appelle au ministre de l'Intérieur, au Premier ministre, au Président de la République. Je les ai déjà interpellés plusieurs fois. Je regrette de ne pas avoir de réponse parce que la France, comme je vous le dis, c'est une terre d'accueil. On doit en être fier, mais on ne doit pas faire n'importe quoi avec ces personnes. C'est une vraie problématique gouvernementale. Je regrette qu'à aujourd'hui, on n'ait aucune réponse de l'État sur cette problématique. Alors, j'ai Charles le Téméraire. Que pensez-vous du positionnement des Républicains dans cette campagne municipale? On n'a
pas trop entendu les ténors vous soutenir. Est-ce que Renaud Muselier qui leur a demandé, est-ce que c'est Renaud Muselier qui leur a demandé de ne pas vous aider? Bon, alors là, on va rentrer un petit peu plus dans la politique de parti, donc désolé pour nos autres auditeurs. Alors, moi, je suis donc ma famille politique, ce sont les Républicains. Je suis secrétaire départementale des Républicains sur le territoire des Bouches-du-Rhône. Donc, lorsque j'ai souhaité aller à l'élection de la ville de Marseille et de la métropole, j'ai demandé l'investiture à mon parti que j'ai obtenue au mois de l'année dernière, au mois de fin octobre, début novembre. Donc, à ce moment-là, la totalité des Républicains, la totalité du national m'a soutenu. Il y a eu beaucoup d'articles, d'ailleurs, qui se sont exprimés. Les ténors, venir soutenir les ténors, vous savez, la problématique, c'est faire des meetings. Bon, je vais vous faire une confidence, vous savez, les meetings, ça regroupe très souvent beaucoup de militants, mais ça ne touche pas tout le monde. Donc, j'étais pas trop favorable à faire des meetings. Je préfère avoir des conversations en tête à tête, faire plutôt des réunions d'appartements pour être au contact de chacun, plutôt que de faire des meetings. Et d'ailleurs, entre parenthèses, tous les meetings qu'on a pu faire sur les élections précédentes, qu'elles soient législatives ou qu'elles soient européennes, les salles étaient bondées, mais derrière, dans les urnes, il n'y avait pas grand monde qui était allé voter pour nous. Donc, je suis très réservée sur la partie meeting et le fait de venir avec tous les ténors. Sur Renaud Muselier, oui, il me soutient, donc il m'a soutenu pendant la campagne. Et puis là, récemment, donc la semaine dernière, il y a 10 jours, il m'a encore plus soutenu puisqu'il a appelé un pacte de raison et j'ai saisi la balle au bon et nous sommes effectivement tout à fait en phase sur le futur de cette ville. Alors, je sais à quoi vous voulez faire allusion. Au premier tour, il y a eu des dissidents. Il y a eu un dissident à droite qui a choisi de mener son aventure personnelle. C'est un choix, on est en démocratie. Les urnes ont parlé. Ce dissident n'a pas pu avoir le résultat escompté qui lui permet de pouvoir être maire de Marseille parce que c'est une élection par secteur et il pouvait se maintenir dans 3 secteurs, dans des positions compliquées qui ne lui donneront pas de chance malheureusement de pouvoir remporter une majorité au conseil municipal. Donc je crois que là aujourd'hui, moi j'ai saisi la main tendue de monsieur Muselier sur le pacte de raison. J'ai récupéré Ludovic Pernet qui était sa tête de liste sur mon secteur des 6e et 8e arrondissements. J'ai appelé à le soutenir sur les 4e et 5e arrondissements parce qu'il est en mauvaise posture. Et puis, j'ai demandé le retrait, bien sûr, de son candidat dans le 11-12 et la fusion dans le 2-3. Malheureusement, c'est resté porte close. Je le regrette. Mais en tout cas, maintenant, aujourd'hui, c'est l'heure du choix et c'est assez binaire compte tenu des résultats et compte tenu des pourcentages qui ont été obtenus au premier tour. Alors après, on peut dire peu de gens sont allés voter, c'est compliqué. Oui, c'était compliqué avec le Covid, avec tout ce qu'on avait entendu. Moi, je peux tout à fait le comprendre. Mais aujourd'hui, il y a un deuxième tour qui aura lieu le 28 juin. Ce deuxième tour, le choix est simple. Il est binaire. Ce sera ou Michel Rubirola, qui fait partie des amis de M. Mélenchon, puisqu'on a même une tête de liste qui est sa suppléante, ou Martine Vassal et ses équipes. D'un côté, c'est la vision d'une ville qui, pour moi, va vers le déclin, où ce n'est absolument pas ma conception de la cité. Et de l'autre côté, il y a mes équipes, avec des équipes soudées, des équipes qui ont envie de continuer à transformer cette ville et de préparer son avenir. Donc, je vous invite à regarder les 2 programmes, les 2 visions, et ce choix est très simple. Ça sera Michel Rubirola ou moi-même. Donc, je vous invite surtout à aller voter ou faire des procurations si vous ne pouvez pas, parce que le 28 juin, ce sera le moment de choisir l'avenir de Marseille pour les 6 ans. Et cet avenir, il ne faut surtout pas qu'on revienne en arrière, il faut qu'au contraire, on continue à le développer et à le développer ensemble. Alors, André que proposez-vous pour la calanque de Sormiou pour qu'elle passe un été serein? Alors, vous savez que je suis très attachée à Sormiou.
À Morjou aussi. Alors un petit peu plus à Morjou parce que j'avais mon grand-père qui avait son bateau de pêche. Mais je tiens beaucoup aussi à Sorgnou, à ce magnifique parc national des Calanques. Je sais que la surfréquentation menace très régulièrement le site et sachez que je serai très vigilante en tant que maire de Marseille sur le droit de passage sur la route du feu qui a souffert quand même d'un laxisme assez important sur ces dernières années. Et j'ai également demandé à la police nationale et à la police municipale de sécuriser les lieux pour que tout au long de l'été, les choses puissent se faire un petit peu mieux et notamment arrêter, enfin, essayer de diminuer les problèmes de violence, de vol. Je sais qu'il y a beaucoup de cabanonniers qui sont confrontés à tout ça. Donc, l'idée, c'est vraiment que vous passiez un été serein, que quand on puisse venir se balader dans les calanques, qu'on le fasse en toute sécurité. Et puis, je pense que j'aurai d'autres questions sur l'accessibilité aux calanques. Je crois qu'il faut qu'on y retravaille. C'est très important d'avoir des sites préservés, de continuer à préserver ces sites parce que c'est très agréable aussi de pouvoir à la fois profiter de ces sites et puis dans un milieu urbain. Donc on a beaucoup de chance, donc on va tout faire pour les préserver. Alors, Omar, où en est l'idée de la forêt urbaine? Alors, la forêt urbaine, c'était, je vous le rappelle, c'était prévu sur le parc Borély, qui est un poumon vert unique à Marseille. Donc oui, l'idée de la forêt urbaine, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc on va planter 80 000 arbres. Il faut bien qu'on les mette quelque part. Donc oui, c'est un endroit où, dans un endroit fermé, sécurisé. Alors le projet Borély dans sa totalité sera concerté, comme tous les grands projets, parce que c'est important que nous soyons ensemble pour bien choisir des projets qui sont financièrement importants, mais aussi qui permettent de dessiner la ville de demain. Donc, il faut le faire avec les habitants, avec les usagers. Donc, à cet endroit-là, il y a la fin de la concession de l'hippodrome et du golf. On a travaillé avec le golf pour essayer de trouver aussi une solution pour garder ce 9 trous pour permettre à des personnes qui habitent dans le coin de pouvoir venir y jouer. Donc je pense qu'on va arriver à faire un tout. Est-ce qu'on fera après la partie du pier du ponton qui était prévu sur la mer? Ça, écoutez, on va le revoir ensemble. C'est une proposition. Bien entendu, je reste ouverte à toute la concertation nécessaire pour qu'on fasse en tout cas un site qui soit toujours fréquenté en respectant les uns les autres et surtout la biodiversité. Donc on y travaillera. Alors dans cette forêt urbaine, c'est la partie verte, mais il y aura aussi la partie bleue qui doit être réaménagée sur, vous savez qu'on a tout ce canal de Marseille qui traverse notre belle ville où on peut aménager les rives, on peut faire des balades, on peut faire des promenades en vélo. Donc ça aussi, ça sera à la fois de faire un programme plutôt vert et bleu pour associer à la fois la verdure, mais aussi protéger aussi la partie eau que nous avons autour de nous. Alors, Sarah me demande comment participer à votre campagne. Écoutez, chère Sarah, merci. Merci pour cette proposition. Moi, j'ai besoin de toutes les forces vives. Hein. J'ai besoin de toutes les forces vives de cette ville pour la développer, pour améliorer le quotidien de tous ses habitants, toutes les Marseillaises et tous les Marseillais. C'est d'ailleurs cette démarche que j'ai engagée avec la Marseille Métropole Audacieuse, sur laquelle on a fait le programme. Vous savez que c'était 400 experts. On a eu 6000 contributions qui m'ont aidé à construire ce programme. On a retravaillé pendant la période de confinement, on a retravaillé la vision du programme pour vraiment la restructurer autour d'un élément qui me semble essentiel, qui est la protection, protéger les Marseillais et les Marseillaises, les protéger dans la santé, les protéger dans la sécurité, les protéger dans l'environnement, les protéger dans leur emploi, dans leur travail. Donc c'est vraiment un point sur lequel je veux insister. En tout cas, vous pouvez participer en consultant bien sûr
site internet, c'est www.martinevassal2020.fr. Vous trouverez d'ailleurs tous les contacts, toutes les modalités pour le faire, et puis venir dans nos permanences. Vous êtes bien entendu la bienvenue. On a vraiment besoin de beaucoup de monde pour mobiliser. Vraiment, allez voter le 28 juin, allez vous exprimer. Ne laissez pas l'avenir de Marseille de côté. On a tous envie que cette ville, elle réussisse. Et moi, j'ai envie qu'elle réussisse avec vous et qu'on la fasse réussir ensemble. Alors, on arrive à la fin de nos questions. Oui, tout à fait, pour cette semaine. Donc, si la formule vous plaît, bien, on continue la semaine prochaine. Donc, rendez-vous vendredi prochain en fin d'après-midi. Merci encore, merci pour votre participation. Et bon, j'ai essayé de répondre à un maximum de questions. J'espère que j'en ai pas oublié. Je vais bien le faire regarder. Si jamais celle à laquelle j'ai pas pu répondre, on répondra par écrit parce que c'est important qu'on puisse avoir ce type de dialogue. Eh bien, je vous dis à la semaine prochaine et merci pour votre participation. Alors, on va essayer d'arrêter la vidéo. Si je